Donc bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Ruet-Paquette. Je suis d'abord et avant tout personne humaine qui m'oppose à la violence et à la déshumanisation de manière générale. Mais on m'a demandé d'animer le panel pour d'autres raisons, notamment parce que je suis moi-même, ou je m'identifie moi-même comme survivante de harcèlement entre pairs en milieu scolaire. J'ai d'ailleurs produit un mémoire de maîtrise sur mes expériences et les répercussions de mes expériences. Je suis également doctorante en co-tutelle avec la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa et l'École de services social de l'Université Laval. Et je m'intéresse justement à la problématique du harcèlement entre pairs en milieu scolaire et le harcèlement plus spécifiquement en vertu du genre et de l'orientation sexuelle. Je suis aussi présidente du groupe gay de l'Université Laval et j'ai siégé... merci Olivier. Et j'ai siégé au comité organisateur des activités prévues aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, c'est la raison pour laquelle on m'a demandé d'animer le panel. Je ne suis pas seule ici ce matin. Donc, j'ai près de moi Claire Beaumont, qui est professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche sur la sécurité et la violence à l'école, et donc spécialiste en matière de violence en milieu scolaire. Également François Bouchard, qui est, vous m'excusez, qui est sergent à l'unité de prévention du service de police de la Ville de Québec, et ce, dans la section du développement stratégique. Également Michèle Blanc, une consultante en marketing Internet et stratégie web, associée principale d'Anali Web et femme trans qui a éprouvé de la cyberintimidation en tant qu'adulte. Et enfin, Marc-André Dandeneau, qui est directeur général du groupe Champlain et qui s'identifie lui-même comme survivant de violences homophobes à l'adolescence. Donc, à titre informatif, l'objectif du panel, en fait, c'est bien un panel de discussion et non pas un panel de débat. Et l'objectif était de réunir des personnes qui représentent une variété de secteurs d'expérience, d'intervention et d'expertise en matière de cyberintimidation. Donc, le tout afin de faire un survol de la problématique, mais aussi de proposer des pistes de réflexion, des pistes de solutions, si on y arrive, pour alimenter vos réflexions aussi. Donc, on va commencer. Chacun des panélistes va avoir 10 minutes pour livrer son témoignage, soit d'ordre personnel ou professionnel. Ensuite, je vais animer une discussion entre les panélistes au sujet des thèmes qui auront été évoqués lors des témoignages. Et après ça, il y aura des questions du public. Là. Donc, si vous avez des questions pendant les témoignages, je vous invite à les noter afin de pouvoir les poser aux panélistes à la suite des témoignages et de la discussion entre panélistes. Ça vous va? Donc, Madame Beaumont, je vous cède la parole. Alors, bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Merci Anne-Sophie. Alors, Anne-Sophie m'a donné l'honneur de vous mettre la table. Alors, je ne vous enterrerai pas avec des statistiques parce que je m'y mêle moi aussi. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement regarder avec vous qu'est-ce qu'on entend par intimidation, cyberintimidation, qui fait ça, pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de faire diminuer ça, à savoir est-ce que ça peut disparaître complètement. Alors, on pourra en discuter tout à l'heure. Alors, premièrement, Anne-Sophie parlait de harcèlement. Alors, je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure parce qu'on est les seuls, on est les Québécois qui avons inventé, c'est-à-dire le terme intimidation pour parler de harcèlement ou de bullying. Alors, ça nous cause parfois un problème parce que ça n'a pas la même connotation dans la tête de tout le monde. Notamment pour les plus jeunes, et ils se font une idée de ce que c'est l'intimidation, pour les plus vieux, pour les parents. En fait, pour être vraiment certain si la personne vit de l'intimidation, il faut lui demander « Qu'est-ce que tu as vécu? Raconte-le-moi ». Alors, il y a de la recherche qui se fait sur le bullying, le harcèlement, depuis une quarantaine d'années, au Québec depuis une dizaine d'années. Et on s'est intéressé beaucoup aux agresseurs auparavant. Puis, on s'intéressait moins aux victimes. Parce qu'on voulait faire cesser le phénomène, mais on disait, bon, ça prend des punitions, ça prend des sanctions, des choses comme ça. Par contre, au début, le Scandinave, Dan Olweus, qui a commencé à étudier le phénomène du bullying, il voulait plutôt dire harcèlement, parce que pour lui, il y avait la notion de répétition dans l'acte, OK? Alors, les recherches ont commencé comme ceci parce que, il a été mis au fait de suicides d'adolescents qui laissaient des lettres et qui exprimaient toute leur souffrance d'avoir vécu le rejet, les insultes et à répétition. Alors, pour distinguer le phénomène du harcèlement, il faut d'abord qu'il y ait une répétition de l'acte.
quand vous lisez des recherches, il faut faire très attention. C'est pour ça que je suis très, très prudente avec les chiffres, parce que quand on dit qu'il y a 35% des jeunes qui sont intimidés, 45% qui sont victimes de cyber-intimidation et tout ça, il faut aller voir c'est quoi les recherches, parce que ce sont des moyennes. On sait très bien que l'âge plus critique, notamment pour la cyber-intimidation et pour l'intimidation aussi dans les écoles, je peux plutôt dire parce que les données qu'on a viennent de là, c'est autour de l'adolescence. Donc, pour faire un grand éventail, on dirait entre 12 et 15 ans, c'est surtout là où il y a le plus de déclarations qui sont faites. Et aussi, on ne peut pas parler d'intimidation ou de harcèlement sans parler de psychologie des adolescents, psychologie des groupes, parce que c'est d'abord un phénomène qui est social, qui se produit très souvent et majoritairement lorsqu'il y a des témoins. Et ce qui fait mal, c'est beaucoup la réputation aussi, la réputation sociale. Le mal d'être, le mal de ne pas être accepté, d'être insulté, de ne pas être reconnu pour ce qu'on est, mais peut-être parfois pour une différence, et de ne pas être capable de faire arrêter ça. Donc, l'intimidation, il faut un rapport de force entre une victime et un agresseur. La victime est vulnérable et pas capable de trouver une solution pour faire arrêter la situation. Il y a une détresse qui est vécue et les effets sont tout le temps négatifs à long terme. À court terme, on peut appeler ça davantage être la cible d'un acte d'intimidation. Ça veut dire que la plupart des personnes, la grande majorité des personnes vont être capables, pas agréable, mais vont être capables de répondre à des insultes, vont être capables d'emmagasiner des choses négatives, des actions négatives qui sont faites, et le lendemain, ils n'en auront comme plus trop de causes, de conséquences. Par contre, c'est vraiment au phénomène de la répétition qu'il faut s'attarder. Déjà, on prévoyait, lorsqu'on a découvert le phénomène de l'intimidation, on prévoyait intervenir sur les foules, sur les témoins, sur les agresseurs et sur les victimes. Mais c'est comme si ça s'est perdu un peu au fil des ans et on a beaucoup plus focalisé sur les agresseurs. Maintenant, on s'intéresse davantage aux victimes et aux témoins parce qu'on pense qu'il y a un réel pouvoir d'action qui peut être fait quand on aide les victimes à développer des meilleures habiletés ou des meilleures façons pour répondre à des situations comme ça. On identifie des facteurs de protection qui sont d'avoir des amis, de se tenir en groupe, évidemment de développer des habiletés particulières pour se faire reconnaître. Alors, c'est toujours en lien avec la place qu'on a dans un groupe. Donc, on veut tous être reconnus, on veut tous avoir une place dans un groupe et on a besoin aussi des autres pour nous y aider. La deuxième piste d'intervention qui est dans les plus profitables actuellement et les plus bénéfiques sont celles où on éduque les témoins. Donc, évidemment, dans une école, si on regarde s'il y a peut-être 6% des élèves qui vivent du harcèlement ou de l'intimidation à répétition, si on peut dire, il y en a à peu près 80, il y en a 100% qui en sont témoins. Alors, quand on mobilise les témoins, quand on éduque, quand on travaille au niveau des valeurs, de l'acceptation des différences, des valeurs d'entraide, de collaboration, c'est vraiment des valeurs qui sont très importantes à implanter dans des milieux scolaires. Et évidemment, le pouvoir du modèle, donc les relations que les adultes entretiennent entre eux, c'est vraiment une force de pouvoir pour modeler les comportements des enfants. Donc, ce que je pourrais dire, est-ce qu'il me reste 2 minutes, Anne-Sophie? Il me reste 2 minutes. Ce que je pourrais dire, est-ce qu'on peut enrayer... Bon, un mot sur la cyberintimidation. Les raisons sont sensiblement les mêmes pour lesquelles on fait de la cyberintimidation. Par contre, on est conscient que les conséquences sont à plus grande échelle parce que si on tient compte du nombre de témoins, alors c'est beaucoup plus souffrant de penser qu'une personne a été témoin, que je me suis fait malmener, alors que 100 000 personnes et que ça continue. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Je crois que j'ai des collègues ici qui vont en parler davantage. Mais effectivement, c'est une nouvelle forme de transmission des manques de respect entre les gens. Une chose qui est importante, et je conclurai là-dessus, c'est que quand on parle d'agresseurs, beaucoup de personnes qui font de l'intimidation ne s'en rendent pas nécessairement compte parce qu'ils ne s'identifient pas comme étant un agresseur. Alors, ce qu'il faut vraiment faire évoluer dans notre façon de penser, c'est plutôt de dire les personnes qui font des actes négatifs ou bien est-ce qu'il est arrivé de rire de quelqu'un, par exemple. Donc, vraiment de décrire les faits, ça aide au niveau de l'éducation et de se rendre compte que chacun, on a un petit devoir à faire, à regarder comment je m'organise pour arriver à mes fins quand je ne suis pas contente. De quelle façon je vais me venger. Parce que on a aussi constaté que
des gens qui font de l'intimidation, ce n'est pas nécessairement pour faire du tort, alors qu'on retrouve ça dans des critères très souvent. Ça a l'effet de causer du tort. Mais ce qu'on retrouve dans les commentaires des enquêtes qu'on fait, c'est vraiment, on le fait pour rire, on le fait pour se penser bon, pour se penser king, pour avoir une place dans le groupe, pour se venger. Et bon, pour faire du mal, c'est très rarement dit par les jeunes, donc il y a une raison. Donc l'éducation va servir à apprendre à ceux qui intimident ou qui cyber-intimident à développer des meilleures façons pour arriver à leur fin, mais de façon satisfaisante dans le respect des autres et de soi-même. Alors voilà, je vous dirais, faites attention aux statistiques, allez lire comment les statistiques sont faites. Si on a demandé est-ce que tu as été intimidé, de s'assurer que la signification est bien la même, de voir que, bon, des études où on dit tous les élèves dans une école de 6 à 15 ans, alors on est il faut être conscient que le phénomène n'est pas du tout le même, tout dépendant des âges et de la maturité des personnes. Alors on pense qu'en bas de 9 ans, le mot même intimidation, le sens de vouloir faire du mal dans ce sens-là, c'est assez douteux, donc on l'utilise très peu. Alors sur ça, je passe la parole à l'invité numéro 2 et on se reparle dans quelques minutes. Merci. Merci, Madame Beaumont.